Les politiques ne savent pas identifier les vrais experts. Pourquoi? Comment y remédier? On en parle tout de suite avec vous, Nicolas Gauvrit. Bonjour. Enfin, j'ai dit Gauvrit parce que je suis à Toulouse, on dit Gauvry. Par chez vous, on dit Gauvry. Bon, on va respecter les us de votre contrée. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences cognitives à l'Université de Lille. Anne Perrin, bonjour. Vous êtes titulaire d'un doctorat en biologie, d'une habilitation à diriger des recherches et d'un master en philosophie, expert conseil scientifique sur le thème science, risque et société, spécialiste du risque électromagnétique. Marc Stulman, bonjour. Vous êtes avocat, conseiller régional d'Occitanie, président de Cyberrock. Il y a une petite coquille. J'imagine qu'il y a... Vous essaierez d'être à sa hauteur, pas mal. Je pense qu'il y a des petites erreurs de date aussi depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était le 23 avril et là, on est le 28, alors qu'il me semble qu'on est le 27. On va pouvoir commencer cette table, peut-être en partant avec le livre justement que vous avez coécrit avec Sébastien Dieguez, qu'on a déjà reçu ici, Nicolas Gauvry, L'expertise sans peine. Autodécrit comme... Oh, la promotion, c'est bien fait. Un livre mi-humoristique, mi-sérieux sur les faux experts. Alors vous dites, la première partie est un guide satirique pour devenir pseudo-expert sans travailler. Pas mal. La seconde, une réflexion sur ce qu'est un pseudo-expert et un expert. Alors peut-être, on va commencer avec ce qu'on appelle le paradoxe de l'expertise. Qu'est-ce que le paradoxe de l'expertise, Nicolas Gauvry? Alors, ça marche, oui. Parfaitement. Ouais. Ça aurait été mieux si c'était Sébastien qui était là pour en parler, mais je vais essayer d'être presque à sa hauteur. Vous avez un sentiment d'imposture? Allongez-vous. Ouais, complètement. Ouais. Ouais. Et donc c'est dans la partie sérieuse. Moi j'ai beaucoup participé à la première, on faisait plein de blagues, je me suis bien amusé pour le livre. Et puis après, Sébastien a continué, a fait une partie très sérieuse. Et donc il parle du paradoxe de l'expertise, qui est le fait que quand on n'est pas expert soi-même, on n'est pas capable de savoir si quelqu'un d'autre est expert ou pas. Voilà. Et donc là, je pense qu'avec... alors que ce soit avec les journalistes ou les politiques, mais enfin les médias aussi, même en général. On est là, hein? Ouais. C'est nous là. Ouais. Vous pouvez y aller. Chose qui se présente, ça se présente à tout le monde. Hein. Moi, c'est pareil. Sur un sujet que je connais pas, moi, s'il est question de chimie. Comment on peut déterminer que vous êtes un expert sur la non-expertise? Ah non, mais je suis pas expert. Moi. Ah bon, ça va. Non, on a fait un livre justement pour devenir faux expert. Hein. Alors Anne, peut-être, de point de vue formel, je vous ai pas piégé, hein, je vous rassure, Nicolas. Non, mais je termine juste ça. Ah oui, pardon. Donc le paradoxe de l'expertise, c'est que si on n'est pas expert soi-même, on ne sait pas identifier les experts. Et il y a des métiers où on est obligé d'identifier des experts. Donc quand l'Assemblée nationale reçoit des gens pour éclairer des décisions et qu'ils ont besoin d'expertise scientifique, ils ont besoin d'avoir des experts en face d'eux, mais eux, n'étant pas experts de la question, ils ne savent pas comment choisir les experts. Voilà. D'où le fait qu'on voit beaucoup d'experts autoproclamés qui font du personal branding. On va y revenir. Voilà. Anne, c'est quoi un expert? Alors, bonjour tout le monde déjà, merci d'être là. Déjà, je trouve que quand on se plonge sur le mot expert, on comprend aussi la difficulté qu'il y a à définir un expert, puisque le mot expert, finalement, au XIIIe siècle environ, ça venait de expérience, et donc c'était un adjectif qui qualifiait une grande habileté. Une grande habileté. Alors par exemple, on parlait d'un œil expert, d'une main experte. Et puis petit à petit, cet adjectif s'est substantivé et il est devenu, l'expert est devenu une personne en fait. Donc on va parler d'un expert, mais du coup, ce mot expert, il recouvre plusieurs choses. Parce qu'il recouvre la personne qui justement a cette main experte, cet œil expert sur un sujet, parce que ça peut ne pas être forcément quelque chose de manuel, ça peut être un expert dans un domaine, c'est ce sur quoi on parle surtout aujourd'hui. Et donc ça peut être la personne qui détient cette expertise par son cerveau, par sa main, par son œil, et c'est aussi l'expert mandaté. Et l'expert mandaté, ça va être la personne qui est désignée comme expert, et finalement, c'est la procédure qui définit l'expert à ce moment-là. Et l'expert, il va être expert pour une institution, par exemple, où il va être mandaté pour un jugement, pour un tribunal, où il va avoir une mission sur un sujet donné.
Donc ça peut être des experts qui vont tenter de faire l'état des connaissances sur un sujet, ou alors c'est des experts aussi qui vont être, il y a ceux qui vont essayer d'amener l'état des connaissances, mais qui sont mandatés, et d'autres qui vont être mandatés, mais pour résoudre une question technique. Par exemple, on va avoir un expert, aussi un expert d'assurance, par exemple. Donc on voit qu'il y a finalement les experts, moi j'appelle ça comme ça, il y a les experts en et les experts pour. Et finalement, il n'y a pas forcément un recouvrement total entre les deux. Parce que, par exemple, des groupes de pression vont avoir leurs experts. Ils vont avoir aussi possiblement tout un mimétisme de l'expertise scientifique ou officielle, et qui va arriver à produire aussi des rapports d'experts. Donc ce mot expert, en fin de compte, c'est difficile justement de s'y retrouver, parce qu'on va avoir différentes personnes qui vont s'appeler experts, mais qui est l'expert en là-dedans finalement? C'est ça la question. Et on voit que c'est pas simple. Non. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce postulat, parce qu'on a posé la table comme ça, Marc Stühlmann, les politiques ne savent pas identifier les vrais experts? Déjà. Alors, après l'accusation, la défense. Bonjour à tous. La question d'identifier l'expertise, si je peux me permettre d'être un peu, on va dire, très franc, et ça restera entre nous, la question pour le politique, quand nous on prend des décisions au Conseil régional, il y a 3 problématiques qui se posent, avant même d'avoir la perspective de savoir si on doit mandater un expert ou pas. Premièrement, l'obligation de faire. Nous, les politiques, on ne peut pas être dans une neutralité de renvoyer dos à dos des théories et de dire, dans le doute, ne faisons pas. Quand on fait une politique publique, on est obligé de faire. Et on est obligé de faire dans un délai déterminé, à l'aune des connaissances qui sont les nôtres. Les connaissances qui sont les nôtres, et j'en viens à la question de l'expertise, le problème, c'est qu'on demande aux politiques d'avoir un avis sur tout, et surtout un avis. Vous ne trouvez jamais d'hommes ou de femmes politiques qui vous diront « je ne sais pas ». Vous trouverez toujours des gens, et j'en suis peut-être un exemple, et je m'en excuse, qui sont capables de parler de tout, qui sont capables d'avoir un avis sur tout, et qui n'ont pas le caractère peut-être humble, peut-être d'honnêteté intellectuelle, de dire « ça, je ne sais pas ». Regardez le nombre de tribunes qu'il y a eu sur l'IA par les hommes et les femmes politiques. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un seul d'entre eux sait lire un code source? Est-ce que vous pensez qu'un seul d'entre eux sait même programmer, un langage simple, le HTML? C'est un langage de mise en page, c'est même pas un langage de programmation. Et pourtant, tous les hommes et les femmes politiques d'un certain niveau ont un avis sur l'IA. Parce que ça... Mais on ne demande pas à l'homme politique d'être un expert en tout, on demande qu'il se renseigne, Oui, mais ça, du coup, vous me ferez la transition rêvée pour le troisième élément. On est obligé de décider, on n'a qu'une connaissance très limitée, et face à ça, on a des personnes, on a un marché des idées. Et il faut revenir à Thomas Kuhn, 1972, Structure des révolutions scientifiques. Évidemment. Thomas Kuhn, il nous dit quoi? C'est un grand épistémologue, et il nous dit quelque chose d'assez simple. Il nous dit « les révolutions scientifiques arrivent par la marge ». Et il nous dit il y a le dogme dominant, et un jour, il y a un dogme latéral, entre guillemets, un dogme marginal qui arrive, et petit à petit, la marge devient la masse. Au début, ce n'est pas un dogme, donc. C'est une idée pensée, un peu folle. Ouais. Et le problème aujourd'hui pour le politique, c'est de déterminer ce qui est le dogme dominant, ce qui est le dogme d'avant-garde, celui que le politique doit se saisir pour construire les politiques publiques, et éviter ceux qui considèrent que comme ils sont marginaux, ils sont en avant-garde. Alors qu'en fait, ce sont que des clowns. Et vous prenez Didier Raoult, vous prenez un certain nombre de personnes, ils sont strictement dans cette logique-là. Ils ont dévoyé la logique de la connaissance scientifique. Et donc, pour terminer, en conclusion, et j'ai déjà été trop long, pour le politique, analyser qui est un expert, c'est quelque chose d'impossible. Et il y a un vieux sociologue qui s'appelait Georges Simmel, qui disait quelque chose d'assez intéressant. Il dit « La rationalité, c'est de s'arrêter à la première solution satisfaisante, pas à la meilleure solution. » Et c'est exactement ce que font les politiques en matière d'expertise. Dont vous.
Et là, vous allez donner du grain à moudre. Alors, Nicolas, je vous ai vu passer par plusieurs états, en analysant votre visage sur le discours de Mark Stühlmann, par rapport à ce qui vient d'être dit. Et je peux me mettre dans le lot, puisque moi aussi, en tant que journaliste, je dois, sur des sujets donnés, identifier des experts. Vous dites que, vous dites, je vais essayer de ne pas trahir votre pensée, mais que la capacité de nous, les journalistes ou les politiques, à identifier les experts, elle est biaisée par plusieurs aspects de notoriété, Oui, alors en fait, c'est pas du tout spécifique aux politiques, aux journalistes. Hein. On est tous, on est tous concernés. Donc, je disais tout à l'heure, moi, je ne sais pas qui est expert en chimie, parce que j'y connais rien. Et donc, quand on sait pas, qu'on n'est pas expert soi-même et qu'on doit trouver quelqu'un qui est expert, on est obligé de se baser sur des indices. Et ce que font la plupart des gens, en fait, c'est qu'ils utilisent comme indice la notoriété. Voilà. Et donc, je vais prendre un exemple parce qu'en fait, je pense qu'il peut y avoir aussi des quiproquos parce que parfois on parle peut-être pas de la même chose. Donc, nous, quand on est parti pour l'expertise sans peine, là, on est parti avec en tête l'idée de l'expertise scientifique, d'abord, pas technique, donc c'est pas pour résoudre un problème. Et assez souvent, donc là, vous disiez, par exemple, dès qu'une solution satisfaisante, c'est bien, mais parfois, en fait, on ne sait pas si la solution est satisfaisante ou pas. Et donc, je prends un exemple parce que ce sera beaucoup plus clair. Il y a eu, à l'Assemblée nationale, ils ont reçu pas mal de gens pour savoir quoi faire avec les élèves à haut potentiel. Comme c'est un domaine que je connais bien, j'aime mieux parler de celui-ci. Et donc là, ils avaient besoin de savoir ce qu'il fallait mettre en place dans l'éducation pour aider les élèves à haut potentiel. À la fin d'une discussion comme ça, on ne sait pas si la solution est bonne ou pas bonne. Et même une fois qu'on l'a mise en place, on ne sait pas si elle est bonne ou pas bonne. Si on voulait le savoir, il faudrait faire des études dont on aura la réponse 10 ans plus tard. Donc c'est un peu compliqué. Donc leur objectif, c'était de faire défiler des gens experts sur la question du haut potentiel. Et parmi les gens qui font de la recherche sur le haut potentiel, en fait, beaucoup étaient assez estomaqués de voir qui était invité, parce qu'il y avait quelques chercheurs qui effectivement connaissent le domaine, et puis des gens très médiatiques qui font des livres, qui passent à la radio et à la télé, mais qui en fait sont, du point de vue des chercheurs sur la question, complètement à côté de la plaque, et des gens qui n'ont aucune expertise du tout, et qui, par exemple, il y a quelqu'un qui a un blog où c'est sa vie de maman ayant des enfants à haut potentiel et qui est entendue au même titre que les autres est considérée comme experte. Voilà. Et je ne pense pas que ce soit de la malhonnêteté ni rien, c'est juste que quand on n'a pas beaucoup d'informations, on se dit quelqu'un qui a fait 5 livres sur le sujet, ça doit être un expert. Et là, vous dites, vous qui êtes expert du sujet, vous avez réussi à déceler qu'on met tout sur un pied d'égalité alors que c'était très hétérogène et que certains étaient des scientifiques reconnus et d'autres juste des témoins. Vous dites, par extension, dans les autres sujets où je ne connais rien, ça doit être la même chose. Oui, ça risque, oui. Alors comment on fait, Anne Perrin, comment on fait dans ces cas-là? Il a dit, en tant que politique, Mark Stühlmann, on essaie d'avoir une solution qu'on perçoit, lui, comme la plus satisfaisante. On s'en approche ou au contraire on se leurre? Comment on fait pour limiter la casse? Eh bien, on essaye de se rapprocher effectivement du micro déjà? Du micro, oui, voilà. Excusez-moi. Ouais, la question. Oui, ça rejoint ce que disait Nicolas sur comment reconnaître un expert quand on n'est pas d'un domaine donné et qu'on n'est pas déjà au fait du sujet. Donc, pour le public qui n'est pas spécialiste du sujet, il va y avoir effectivement la notoriété, mais la notoriété avec une idée de compétence aussi. Donc, cette compétence, elle va être fondée, par exemple, sur l'affiliation, les titres qui sont mis en avant, si cette personne, elle est au CNRS, des affiliations prestigieuses, et puis l'indépendance qui est mis en avant. Ça, c'est un truc c'est un paramètre qui est très important pour le public ou pour même des personnes en charge du risque, par exemple. Moi, j'en ai vu qui ont fait appel à des charlatans, on va dire, mais parce qu'ils étaient présentés comme indépendants. Et puis après, ils reviennent vers d'autres experts parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne s'en sortent pas avec ce qu'on leur a donné. Et donc, cette question d'indépendance, elle fait partie des critères. Alors que si on est dans la communauté scientifique, si on parle d'expertise scientifique,
la communauté scientifique du domaine, eh bien, on va regarder effectivement les compétences de la personne, on va regarder s'il est reconnu par ses pairs, s'il n'est pas en train de surfer sur une théorie alternative qui ne correspond pas au consensus scientifique du moment. Et il y a toute la question de la probité de cette personne aussi. Donc les critères ne sont pas les mêmes en fait et ne sont pas superposables parce que tout le monde n'a pas la même façon, les mêmes possibilités de savoir si la personne, ce qu'elle dit, c'est vraiment proche de la réalité scientifique à un temps donné ou pas. Donc je pense que les critères pour apprécier sont très importants. Et la question de l'indépendance, elle ne compte pas tellement pour les scientifiques. Je vois quand on fait de l'expertise, il m'arrivait de faire de l'expertise pour l'ANSES et on nous demande, il y avait un débat parce que dans la société civile était mis en avant, oui, mais on aimerait que ce soit marqué systématiquement les études, par qui elles sont financées, tout ça. Et nous, on n'a pas voulu faire entrer ce paramètre dans l'expertise parce qu'on trouve que c'est un paramètre biaisé, étant donné que si une étude, qu'elle soit payée, l'important c'est qu'elle soit payée et qu'il y ait suffisamment d'argent pour la mener à bien de façon correcte, sachant que c'est des études sur les champs électromagnétiques qui sont très chères. Donc, évidemment, si ça peut être de l'argent public, ben, c'est préférable parce qu'il n'y a pas besoin de dire qu'il y a un possible conflit d'intérêts. Mais si c'est de l'argent qui est donné par un opérateur, par exemple, par le biais d'une bourse ou de quelque chose, eh bien, nous, ce qu'on va regarder, c'est surtout si l'étude elle est bien faite, s'il y a le nombre de cas, si la méthodologie est correcte, si le matériel est correct, si, en fait, c'est la probité. Vous voyez, parce que c'est pas parce que quelqu'un, d'où vient son argent, est-ce qu'il va être vendu? Pas forcément. C'est un peu différent de l'expert qui va se présenter au nom d'une entreprise où là, ça va être différent. Mais pour faire des études vraiment, on va regarder la méthodologie. Parce qu'on parle quand même d'un sujet important, l'articulation, elle est fondamentale, Mark Stühlmann, c'est que vous prenez des décisions ensuite qui ont un impact sur la vie publique, qui ont un impact législatif. Donc il y a une tentation pour certains de se dire ben, je peux biaiser ou essayer d'amener une décision différente avec du lobbying, en mettant en avant des experts plutôt que d'autres. Vous avez une grande responsabilité. Donc de dire qu'on va vers la solution la plus satisfaisante, là je vous titille là-dessus, c'est une solution par défaut, quoi. Alors, ce que vous décrivez, moi je vous décris le réel. Dans les textes de droit, effectivement, aucun politique vous dira, moi j'ai pris une solution la plus satisfaisante à l'aune des connaissances que j'avais à un moment donné. Or, c'est la réalité. Et souvent, ce qu'on fait, c'est des relectures rétrospectives où on s'aperçoit que, à l'aune des découvertes scientifiques, à l'aune des évolutions, on re-questionne la position du politique. Pour le faire très simple, et ce que je vais dire est absolument pas partisan, c'est quand même très rare les politiques qui font sciemment et volontairement des erreurs sur les experts ou des erreurs sur les politiques publiques. 80% du temps, les erreurs que les politiques font, ce sont des erreurs parce qu'il y a des biais, et les politiques, on est très soumis aux biais, et le premier biais que les politiques connaissent, c'est le biais statistique. On passe notre vie à chercher dans les tableurs Excel une justification aux politiques publiques, et en fonction de la nature de l'information chiffrée, eh bien, on va se positionner dessus. Et c'est pour ça que le recours à l'expertise, et là, moi, je ne vous rejoins pas tout à fait sur la question du financement et du financement de l'expertise et de l'indépendance. Pour nous, politique, elle est essentielle. Parce que croire un seul instant qu'il n'y a pas de biais, même inconscient, dans la présentation des données, dans l'organisation des données, dans l'agrégation des données, en fonction du financeur, c'est assez illusoire. Moi, je vais prendre un sujet, pour le coup, j'ai écrit une thèse dessus, donc je le connais bien, c'est la question des tests génétiques. Dans les années 80, les premiers tests génétiques, pour vérifier que
qu'on a chacun un seul ADN et que les tests montraient qu'on n'ait qu'un seul ADN, ils étaient financés par les laboratoires aux États-Unis. Et donc, on a ce chiffre totem de dire 2 individus ont 99,9% d'ADN différents. Ce qui est vrai. Sauf qu'il y a un gros biais statistique, c'est que ces 2 individus choisis aléatoirement sur 6 milliards. Les premiers tests ADN qui ont été développés dans les années 80 aux États-Unis ne prenaient pas en compte la proximité ethnique entre des groupes d'individus. Et ce biais-là, aucun politique ne l'a choisi volontairement. Aucun politique n'a dit on va faire des tests ADN pour déterminer qui est coupable ou innocent. Sauf que ce biais-là, dans les années 80, dans les premières utilisations des tests génétiques, ça a créé des erreurs judiciaires. Ça a créé des erreurs judiciaires, et quand on s'est aperçu qu'il y avait quand même ce gros biais statistique qui est quand même assez évident, on s'est surtout aperçu que ce sont les laboratoires qui avaient fait les tests, qui commercialisaient les tests, qui avaient financé les études, et donc on avait agrégé des données pour les présenter de façon plus agréable, entre guillemets, à ces laboratoires. Anne Perrin. Oui, je voudrais juste répondre. C'est-à-dire, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que quand j'ai dit que l'indépendance, ce n'était pas le critère, ça ne veut pas dire que le critère, le fait de remplir une déclaration publique d'indépendance, d'être transparent, et c'est important, évidemment. Mais ce que je veux dire, finalement, le problème, il est méthodologique dans l'étude, que ce que vous avez décrit à l'arrivée. Et ce que je voulais dire, c'est que quand on fait de l'expertise, ce qu'on va regarder dans une étude, pour la prendre en compte ou pas dans l'expertise scientifique, c'est-à-dire quand on est en train de faire le travail, de trier l'état des connaissances en fait, à partir de toutes les données disponibles, eh bien, ce n'est pas un critère éliminatoire, c'est un critère, on va le regarder, mais il n'est pas éliminatoire. Il peut entrer en ligne de compte de la façon dont vous avez dit. Mais, et c'est important qu'il soit, c'est pour ça que c'est important que les études précisent les conflits d'intérêts ou les liens d'intérêts ou les financements. Mais ce qu'on va regarder quand on regarde une étude, c'est vraiment la méthodologie, s'il n'y a pas de biais, s'il n'y a pas de... Ça, c'est pour arriver à l'expertise, à faire l'expertise, c'est-à-dire à donner l'état des connaissances sur un sujet donné quand on parle de la totalité de la littérature. C'est ça que je voulais dire. Après, c'est différent d'avoir un rapport, effectivement, qui va être donné par une instance ou une autre. Là, il vaut mieux prendre une instance officielle neutre. Ça, c'est clair. Nicolas Gauvry, dans les notes de préparation de cette table, vous mettiez en avant le sophisme de Galilée. Qu'est-ce que c'est le sophisme de Galilée ? Je crois qu'on en a parlé sans donner le mot. C'est une sorte de bonus qu'on donne à ceux qui se distinguent du consensus scientifique et dont parfois on peut penser qu'ils sont en avance sur la science puisqu'ils disent le contraire. Et on risque juste en ayant une position de rupture en disant le contraire, on dit ah ben oui, il doit avoir raison parce que là on a vu dans l'histoire récente que française que ça marchait. Oui, d'accord. J'ai cité un exemple d'ailleurs. Et il y a un autre aspect, justement, là je parle du journaliste, si on veut aller, on est tous pressés par le temps, on veut aller vite, on prend des gens qui ont déjà été validés par d'autres, on dit que lui, c'est ce qu'on appelle l'image du bon client ou la bonne cliente, ce qui est un énorme biais. On va un peu vite et ça peut donner des gens qui deviennent à terme des toutologues, parce qu'ils ont un discours sur tout. Comment on devient toutologue ? Comment on rentre dans la carrière, Nicolas Gauvry ? Alors là, vous pouvez prendre la première. Oui, c'est pour ça que je vous demande. Là, il y a des conseils pratiques. Mais en gros, l'idée générale, c'est de donner des indices de compétences extérieures. Et par exemple, alors je reprends toujours l'exemple que je connais bien du haut potentiel. Je dis souvent, moi j'en ai profité en fait de ce truc-là sans faire exprès. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout travaillé sur la question du haut potentiel moi-même. Je n'avais pas fait de recherche dessus. Et on m'a proposé de faire un livre. Et pendant 1 an, j'ai fait une revue de la littérature scientifique et j'ai sorti un livre au PUF. Alors pour quelqu'un qui est du domaine scientifique, de la recherche, un livre grand public, ça n'a pas beaucoup de valeur. Et donc moi, du point de vue des scientifiques, j'étais au niveau 0 de l'expertise. Mais du jour au lendemain, j'ai été invité partout, j'ai fait des conférences sur le haut potentiel, juste à cause du livre. Et en fait, j'ai eu l'impression, alors c'est vraiment une impression, je n'ai pas fait d'études là-dessus non plus, mais le sentiment que j'ai eu, c'est si on écrit un livre sur un sujet,
Ça convainc pas mal de gens qu'on est compétent, donc on est invité par exemple à la radio. Une fois qu'on est passé à la radio, en plus d'avoir un livre, ça convainc d'autres gens qu'on est vraiment compétent, donc on peut passer à la télé et faire des conférences. Vu à la radio, vu à la télé. Voilà. Et puis c'est comme ça qu'on peut finir à l'Assemblée nationale en racontant n'importe quoi. Alors, vous avez la déontologie de votre côté, certains n'ont pas votre pudeur. On l'a dit, le toutologue, c'est celui qui est expert en tout. Le lundi, il va parler de la guerre en Ukraine, le mardi de génétique, le mercredi de... Pourquoi on voit l'apparition médiatique de ce genre d'experts? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'époque, Nicolas Gauvry? Moi, ça me fait penser à la notion de bon client, si j'ai bien compris ce que ça veut dire. Il y a des gens qui parlent bien, qui ont toujours quelque chose à répondre, et donc c'est bien, ça passe bien dans les émissions. Et donc, souvent, on les invite à parler de choses dont ils ne sont pas vraiment experts, mais peut-être, s'ils sont vraiment experts de quelque chose, on commence à les inviter sur d'autres choses un peu connexes. Et pourvu qu'ils soient un petit peu narcissiques et que ça leur plaise de passer, ils acceptent et puis finissent par accepter n'importe quoi. Mais là-dedans, comme il y a pas mal de choses qui sont un peu différentes aussi selon qu'on parle d'expertise technique et d'expertise scientifique, hein, parce que moi je parle de connaissances, on ne peut pas vraiment tester. Si je cherche un plombier expert, je vais regarder les avis sur Google et je me dis que si tout le monde est content, c'est probablement qu'il est vraiment expert dans son domaine. Et à moins qu'il ait acheté des avis pour monter dans les... Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est sûr. Prenons le cas d'Alain Bauer. Mais... Non, je plaisante. Sur les toutologues, c'était une petite flèche. Mais pour les connaissances scientifiques, c'est plus compliqué, on n'a pas de retour comme ça. Et donc là-dessus, dans l'ouvrage, on conseille vraiment de bien choisir son domaine d'expertise aussi au départ, pour que ça permette justement de devenir... Qu'est-ce qui marche bien, Nicolas Gauvry? Alors, ce qui marche bien, c'est psychologie, c'est pas mal. Sociologie, le top du top, c'est la philo, parce qu'avec ça, on est d'office expert de tout, on peut parler de tout. Mais sinon, on peut aussi être artiste, parce que quand on est romancier, on connaît la vie et donc tout ce qui existe et qui a existé, donc on peut parler de ça au moins. Par contre, on déconseille, par exemple, de se déclarer expert au départ en saut à la perche ou en saxophone, parce qu'il y a des risques que des gens vous demandent des prestations et que ça se voit, en fait. Donc plutôt vague et plutôt, d'accord, philosophie, voilà. Artiste, ouais, c'est pas mal. Dans le titre de cet échange, Anne Perrin, on a dit comment y remédier. Là, on va être sérieux 2 minutes. Quel conseil vous allez donner à ce jeune homme qui est politique pour déterminer qui est plutôt qu'expert qu'un autre? C'est pas facile, hein? Non. J'ai pas de... En fait, il n'y a pas de remède. Merci Anne Perrin. Il n'y a pas de recette miracle et dire comment faire. Voilà. Alors, on sait sur les experts scientifiques, comme vous l'avez dit, bon, la reconnaissance des pairs, les publications, les choses comme après le reste. Mais je pense qu'aussi, il y a comme partout, puisqu'on parle des politiques, il y a aussi, comme dans toutes les partie de la société, il y a beaucoup de personnes politiques et beaucoup de façons d'appréhender l'expertise aussi. Et je pense peut-être aussi que en politique, c'est pas forcément la recherche de vérité qui est cherchée, c'est aussi la recherche de trouver une solution. Comme vous avez dit, il faut qu'on agisse. Et du coup, la science, des fois, peut être embêtante. Moi, je me rappelle d'avoir lu le livre de Philippe Roquelpeau, qui est l'expertise entre science et décision, et qui était un livre très pertinent, je trouvais, qui date de 1997, mais qui est toujours pertinent, et où il parle de ça à un moment donné, justement, sur le fait que la science amène sur certains sujets, à un moment donné, une réponse qui finalement n'est pas tellement discutable. Et alors que le politique, lui, il va être plutôt dans la négociation et dans comment faire avec les valeurs, avec ce que la population attend. Enfin voilà, la science ne va pas dicter ce qu'on va prendre comme décision. Et du coup, il y a toute cette marge qui fait qu'on peut être tenté de prendre des expertises alternatives ou alors d'interpréter l'expertise d'une certaine façon. Mais ça dépend aussi de chaque personne. Si c'est une personne qui va être plutôt portée sur l'état des connaissances, qui va être plus portée sur la science, ou qui va être, je parle toujours là des domaines que je connais,
questions de santé environnementale, parce que par exemple sur les ondes électromagnétiques, on a pu voir que alors la réglementation en France, elle est fondée sur la réglementation européenne et finalement elle est fondée sur l'état des connaissances, la science. Et ça, c'est vraiment la réglementation pour la sécurité sanitaire avec des seuils. Donc celle-là, finalement, elle est même assez inconnue du public. Mais ce qui est discuté, c'est est-ce qu'on va mettre les antennes loin, pas loin et donc c'est ça qui, des fois, embrouille le débat public et ne permet pas aux gens de se rendre compte où est l'état des connaissances, parce qu'on a une information du public. D'une part, il y a des messages d'alerte qui sont médiatisés ou des messages effrayants. Et puis, on a les scientifiques de l'autre côté qui ont des messages soit rassurants, s'ils sont vraiment dans l'expertise, ils vont dire, bon, en l'état des connaissances, on n'a quand même pas vu un risque quand on est en dessous des limites réglementaires, justement, qui s'appuient sur la science. Ou alors des scientifiques qui vont parler de leur étude, où ils ont trouvé des trucs pas forcément validés et avec un discours compliqué, pas de réponse claire, donc du coup, ça, c'est eux, ils n'amènent pas des certitudes. Ceux qui amènent des certitudes, c'est les lanceurs d'alerte ou les experts, les pseudo-experts qui vont dire c'est comme ça, il faut abaisser les normes à temps et temps. Et puis, entre les deux, on a justement des informations qui vont être les décisions politiques, qui viennent de là, ou des décisions, des informations de précaution. Et là, on voit qu'on peut avoir toute une gradation de prise de décision qui embrouille par rapport à l'état des connaissances. Par exemple, en 2001, il y a eu un rapport qui disait que les antennes relais n'avaient pas d'impact sur la santé, enfin l'exposition aux antennes relais, et la décision politique a été de dire il ne faut pas mettre d'établissements, d'écoles, d'établissements sensibles dont on ne savait pas trop ce que c'était, à moins de 100 mètres d'une antenne relais. Du coup, ça crée une méfiance envers l'expertise scientifique, parce qu'on dit, mais pourquoi les experts disent non, on ne voit pas de danger par rapport aux antennes relais, et puis il y a des décisions. Donc c'est là où il y a un hiatus, en quelque sorte, parce que la décision, elle ne s'appuyait pas clairement sur l'état des connaissances. Dans votre domaine, ça doit être quand même un peu frustrant parce que vous avez cette expertise scientifique, mais qu'est-ce que vous pouvez faire contre le ressenti d'une personne dite électrosensible? Si elle dit « moi je le ressens », donc vous aurez beau être experte et m'amener la science, je ne vous crois pas. Non, mais ce n'est pas une question de croire ou pas, parce que ça c'est encore un autre sujet. Une personne... S'il y a des croyances par rapport à l'expertise. Oui, mais une personne qui va dire qu'elle est électrosensible ou qu'elle a des symptômes, les symptômes, on ne les remet pas en cause, que la personne ait un réel ressenti et même qu'elle ait des symptômes réels et des troubles réels ou des douleurs réelles, ça c'est un fait, une vraie souffrance. Après, on n'a jamais pu démontrer que les ondes étaient la cause de ces symptômes et que les symptômes soient aggravés par le fait de savoir qu'il y a une antenne, c'est encore autre chose. Donc, il faut bien discerner les différentes choses. Alors, Marc Sulman, c'est pas simple. On n'aimerait pas être à votre place. Non, alors, vous avez été honnête en disant une décision satisfaisante. Je crois que ça va vous poursuivre. Non, moi, j'ai un petit truc pour détecter les experts. C'est Nietzsche, Weber et Brad Pitt. Je vous explique ces 3 règles qui fonctionnent assez bien. La première, c'est Nietzsche. Nietzsche, il a une phrase à un moment donné où il dit « Qui se sait profond, à la foule, s'efforce d'être clair ». Donc, première chose, pour détecter qui est un expert... Déjà une phrase contradictoire. Oui. Parce qu'elle est un peu... Mais justement, l'expert, il ne va pas utiliser d'acronymes inutilement. Il ne va pas complexifier son discours. Il va essayer d'être le plus simple possible et le plus pédagogue, parce qu'en France, on a de la chance, on a des enseignants-chercheurs qui ont l'habitude de la pédagogie. Donc moi, par exemple, sur la cybersécurité, ce que j'exerce à la région Occitanie, dans mon mandat, je suis président de Cyberrock, toutes les boîtes qui viennent me voir en me disant que globalement, eux, ils ont travaillé pour ceci en faisant machin avec un XR qui permet d'avoir une intuitu machin, nanana, je sais que ce n'est pas des experts. Parce que les plus gros experts, et on en connaît... vous prenez par exemple Baptiste Robert, qui est un hacker éthique sur qui passe très souvent sur BFM et qui a une très belle réussite occitane. Il est d'une simplicité
limpide quand il parle. Et tous ses pairs lui reconnaissent une capacité. Ça, c'est le deuxième aspect. Il est reconnu quand même par ses pairs. Ça, mais le premier aspect, c'est que les gens qui s'expriment clairement, ils ont cet avantage. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est Max Weber, c'est le savant et le politique. Le politique, on est là pour choisir à partir des éléments que les scientifiques nous donnent. Et lire l'intégralité de la revue scientifique, aujourd'hui, c'est impossible. Le pic de la Mirandole, c'est derrière nous. Je veux dire, sur n'importe quel sujet, si on devait lire l'intégralité des éléments, on ne peut pas. Mais par contre, ce que l'on peut faire, et c'est pour ça que je reviens à Max Weber, c'est de regarder qui est reconnu par les pairs. Moi, je fais un truc très bête quand je veux chercher un expert. Je tape le nom sur Google et après, je vais dans Sudoc. Je ne sais pas si vous connaissez Sudoc, c'est la base de données de tous les articles universitaires en France, quand c'est un expert français. Eh bien, quelqu'un qui est un expert autoproclamé mais qui n'a pas de publication scientifique, c'est un critère weberien que finalement, il n'est pas... il y a Google Scholar aussi, mais c'est mal parce que c'est Google. Oui, mais c'est plus international. Et le troisième point, c'est Brad Pitt. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un vieux nanar qui s'appelait World War Z. C'est l'histoire d'une invasion de zombies. Et à un moment donné, Brad Pitt se retrouve au Proche-Orient et il discute avec un général. Et le général lui raconte une anecdote de décision qui est celle du 10e homme. Celle du 10e homme, c'est quoi? C'est quand il y a un consensus sur un sujet, quand il y a un consensus, que tout le monde est d'accord sur un sujet. Si 10 personnes sont d'accord sur un sujet, eh bien, il faut que le 10e défende l'hypothèse inverse. Il faut qu'on ait un poil à gratter, quelqu'un qui nous dise « mais attention, ce n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi ça serait plus compliqué? Est-ce que nos présupposés sont bons? Est-ce que notre compréhension des enjeux est bonne? Est-ce que nos conclusions sont bonnes ?» Et ce truc du 10e homme, ce que j'ai appelé Brad Pitt, c'est très efficace pour déterminer un expert. Pour une raison très simple, c'est que l'expert, il est en capacité de faire le 10e homme, là où le toutologue est incapable de remettre en question ses présupposés. Merci à tous les trois, on vous applaudit, merci beaucoup. Et on va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'arrive. Mais pendant qu'on cherchait une question, je voulais dire que quand même l'expert médiatique là, qui a explosé pendant le Covid dont vous avez parlé, eh bien, il cochait quand même les 2 premières cases. Il parlait bien et il avait énormément de publications et il parlait de façon très simple. Donc c'est vrai que vous avez dit une autre chose, c'est que il était reconnu par les pairs aussi. Donc, mais de qui vous parlez? Le premier critère, eh bien, quel expert médiatique? Du professeur Raoult. Ah oui. Qui, pendant l'épidémie de Covid, donc évidemment, il avait ces 2 indices ont fait que beaucoup de personnes ont pris cette parole comme une parole d'expert. Donc, il y a des critères encore qui font que c'est difficile de reconnaître l'expert si on ne fait pas l'effort d'aller un minimum chercher plus loin, sans lire toute la bibliographie évidemment sur le sujet, mais d'essayer de lire les décryptages qui sortent. Et toujours, ce qui est important, c'est d'avoir un minimum de connaissances sur la méthode scientifique. Madame. C'est allumé, c'est allumé. Oui, c'est allumé. Très bien. Moi, je voulais soulever la question des sciences sociales et de la notion de personnes concernées, notamment dans des espaces sociaux parfois minorisés et où la production de chiffres, pour plein de raisons, où on ne peut pas en fait produire de chiffres qui soient fiables et considérés comme une donnée scientifique exploitable. C'est des personnes qui ne sont pas toujours chercheuses, qui ne font pas de publications scientifiques, mais qui sont à peu près les seules à être experts et expertes dans le domaine qui les concerne, et qui souvent, du coup, ne sont pas écoutées. Et du coup, voilà, ma question, c'est quid?
Et aussi, du coup, on va légiférer sur le réel et le vécu de ces personnes-là à partir de données soit inexistantes, soit daubées. Et du coup, là, on est dans ce qu'on disait au début, sur des conséquences sur une réalité d'un certain nombre de personnes. Et quand on a identifié que cette loi ou cette décision ne marche pas, voire est contre-productive ou nocive, il n'y a parfois pas de retour en arrière. Du coup, c'est quoi la question? C'est quid, mais quid La question des personnes concernées Ma question, c'est comment on fait avec une nécessité de légiférer et de prendre des décisions politiques quand on n'a pas de données dites scientifiques avec des critères de fiabilité suffisante, tout simplement parce que c'est pas possible. Qui on écoute et qui est expert à ce moment-là, à part les personnes concernées? Moi, j'aurais besoin de précision, Oui. parce que si j'essaie de répondre sans avoir de précision, donc je ne sais pas de qui on parle, en général, pour mon domaine, donc en psychologie, quand on pense qu'il n'y a pas d'études sur un sujet, en général, c'est juste qu'on n'a pas cherché assez longtemps, parce qu'il y en a, sur presque tout ce qu'on peut imaginer. Après, si c'est le cas qu'il n'y a aucune étude sur un sujet, je pense que la bonne décision politique, c'est de financer des études sur le sujet. Oui. Voilà. Ouais. Alors, juste en complément, ce que vous décrivez, bien sûr que ça existe, mais en fait, in fine, c'est le rôle du juge. Le rôle du pouvoir réglementaire ou du législateur, c'est de faire de grandes règles impersonnelles. C'est des règles générales. Et historiquement, en France, le rôle de l'application, et parfois de l'application même en équité vis-à-vis des publics concernés, qui n'ont pas été pris en compte dans la catégorie dans laquelle ils sont, parce qu'on n'a même pas considéré que la catégorie existait. Eh bien, c'est le rôle du juge de créer ex nihilo des catégories ou de mettre en balance les intérêts pour s'assurer que les personnes concernées, et aussi, pour reprendre votre typologie sur les personnes concernées, et aussi leurs droits qui soient défendus. Pour le coup, le rôle de la puissance publique, ce n'est pas de faire de la dentelle, entre guillemets, et de répondre à chaque aspiration individuelle. Ça, c'est le rôle, depuis Montesquieu, qu'on a attribué aux juges. Et le but pour le pouvoir réglementaire, c'est bien sûr de ne pas aller frontalement contre les droits des individus, ce n'est pas le sujet, mais c'est de donner un cadre, et en cas de problème dans ce cadre, il appartient à la personne de revendiquer ses droits auprès du juge, et le juge fera la synthèse des droits et écartera l'application du cadre pour éviter de nuire à ces personnes. Alors, j'ai conscience que ma réponse n'est pas forcément ce que vous vouliez entendre, mais de façon très générale, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Une question pour Madame Perrin. Vous avez séparé les biais méthodologiques et les financements des études. Ma question est très simple. Est-ce que vous pensez qu'il y a que le financement des études introduit des biais méthodologiques? En fait, toute la question, pourquoi pas? Je n'ai pas de réponse binaire à cette question, parce que tout dépend de la façon dont l'étude est construite. S'il y a, parce qu'une étude, on va partir d'une hypothèse, donc on dit je suppose que tel effet est causé par tel. Enfin bon, on construit une hypothèse et puis on essaye de tester pour voir si elle est vraie ou fausse. Et donc, si on met tout en œuvre pour faire une étude correcte et que les études, si elles doivent être menées en double aveugle, elles sont menées en double aveugle, eh bien, quelque part, le financement, c'est important qu'il soit marqué pour la transparence, qu'on dise qui c'est qui a financé cette étude, mais l'étude peut très bien être correcte. Après, une étude peut être biaisée, volontairement ou involontairement. Mais voilà, il y a tous les cas de figure. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas le fait qu'une étude est payée d'une façon ou d'une autre qui détermine si l'étude elle est de qualité et si ses résultats sont fiables.
C'est ce que je voulais dire. Et par exemple, il y a eu des revues bibliographiques qui ont cherché, dans le domaine que je connais, donc sur les ondes électromagnétiques, je prends cet exemple, ou qui ont cherché les études qui étaient financées par des industriels pour voir si elles trouvaient des effets ou pas d'effets. Et les études trouvées par des industriels trouvaient moins d'effets que les études qui n'étaient pas payées par les industriels. Donc tout de suite, un autre biais cognitif, c'est de penser, enfin, sans prendre d'autres précautions, de se dire, eh ben voilà, quand c'est les industriels qui payent, on ne trouve pas d'effet. Sauf que d'autres chercheurs sont allés beaucoup plus loin et ont cherché la qualité méthodologique des études qui avaient été construites et la façon dont elles ont été menées. Et en fin de compte, il s'est avéré que les études qui avaient été financées, c'était surtout parce qu'ils avaient plus de moyens. Or, sans moyens, on fait des études où on trouve pratiquement toujours des effets dans ce domaine. Donc, c'était beaucoup plus complexe que ça. La réponse, il ne s'agissait pas juste de chercher qui c'est qui a payé, est-ce que c'est les effets, il est positif ou pas positif. Donc, c'est un sujet qui est complexe, en fait, mais pour moi, ce n'est pas le critère premier. Le critère premier, c'est vraiment la méthodologie, et c'est important de savoir qui c'est qui l'a fait, et parce qu'après, on peut trouver plein de publications aussi où il y a d'autres biais idéologiques qui conduisent à des conclusions qui sont erronées également. Oui, merci pour ce débat. Jean-Philippe Vuillet. Alors, moi, si je m'appuie sur ma modeste expérience d'enseignant-chercheur, et donc où j'ai à la fois été sollicité comme expert, et puis je me suis occupé d'une société savante, j'ai d'abord une remarque, c'est que c'est pas parce qu'on est expert un jour qu'on l'est toute sa vie. Il y a aussi cette dimension temporelle, hein. On peut être expert, et puis 10 ans après, on ne l'est plus. Moi, je me demande si la question, les politiques doivent identifier des experts, c'est pas un piège en fait. Et si on peut pas, alors c'est une suggestion mais en forme de question, est-ce qu'on pourrait pas envisager une médiation? Parce que il y a des gens qui ont un aperçu à la fois sur les compétences et sur la notoriété, c'est les sociétés savantes. Est-ce qu'on pourrait pas simplement imposer quelque part qu'un politique qui a besoin d'un expert, il s'adresse à la société savante, je crois qu'il n'y a pas de domaine où il n'y a pas une société savante, et disent qui vous avez chez vous comme expert reconnu. Et là, il me semble que ça déblaye pas mal le terrain, parce que voilà. Alors, du coup, on ne pourra pas le choisir en termes de lui, il me plairait bien. Voilà. Donc, on prend après ce que les sociétés savantes proposent. Mais il me semble que sans régler tous les problèmes, ça pourrait être quand même une assistance, parce que les sociétés savantes existent. Et moi, en tant que président d'une société savante, à un moment donné, quand je voyais une étude clinique se lancer, quand je voyais qui était l'expert du laboratoire, je me suis dit, lui, il était surtout connu pour y connaître que dalle, quoi. Donc on se dit, c'est dommage, parce qu'il nous aurait demandé, on leur aurait redonné quelqu'un de valable. Oui, c'est un bon complément d'information. Oui, je trouve ça très intéressant comme proposition. Moi, j'avais plutôt réfléchi à des solutions pour que les décideurs puissent avoir des indices un peu meilleurs que ce qu'ils prennent spontanément. Mais effectivement, je pense qu'on n'arrivera pas au même niveau que des gens des sociétés savantes qui sont... Parce que moi, je travaille en psychologie. Je ne suis pas expert de à peu près tous les sujets de psychologie. Je suis non expert dedans. Mais je sais par exemple que, parce que tout à l'heure on parlait de publications, je sais qu'il y a des revues qui sont cotées, d'autres pas du tout. Et qu'on peut très bien publier des centaines d'articles dans des revues qui ont l'air très sérieuses et qui en fait ne le sont pas. Et je sais les identifier pour la psycho, je ne sais pas les identifier en physique, en chimie, etc. Il y a des règles, même des choses que, pourquoi pas, les politiques pourraient apprendre, mais que les sociétés savantes savent déjà. Dans chaque discipline, il y a des règles même sur l'ordre des auteurs sur les articles, par exemple. En psychologie, ce n'est pas du tout comme ailleurs. En psychologie, celui qui a le plus écrit l'article se trouve en premier auteur. Ce n'est pas forcément celui qui a fait le plus de travail intellectuel, c'est celui qui a le plus écrit l'article. Celui qui est en dernier, c'est normalement celui qui a chapeauté l'étude. Il y a des domaines où celui qui est en dernier, parfois, c'est juste le directeur du laboratoire qui a son nom sur toutes les publications qui sortent de chez lui, mais qui éventuellement ne suit plus rien, il ne sait même pas que ça a été publié.
Et donc en fonction d'une discipline à l'autre, ça ne marche pas du tout de la même manière, donc c'est très compliqué. Et effectivement, la médiation des sociétés savantes, ça me paraît très bien pour éviter d'avoir tout ça à apprendre dans chaque nouvelle discipline. Oui, c'est une bonne piste. Mais moi, étant dans les sociétés savantes, du moins le plus en France, c'est la Société française de radioprotection, effectivement, on a rarement des demandes qui proviennent de ce côté-là. Et on serait tout à fait prêt à répondre. On va prendre les 2 dernières questions, monsieur. Bonjour. Je voulais dire que j'étais très impressionné que vous ayez trouvé un intérêt, et un bon intérêt, au film World War Z. C'est d'autant plus étonnant que c'est peut-être, à ma connaissance, le film qui a la plus grosse différence entre le roman et le film. Tout à fait. Et en plus de ça, dans le roman, il y a un professeur Raoult. Mais véritablement, c'est un roman passionnant où il y a tout un tas de problèmes scientifiques dus à la lutte contre une invasion zombie. Il y a des problèmes de sociologie notamment. Et il y a aussi la question qui est que dans certaines situations, les gouvernements vont choisir une solution parce que politiquement ça les intéresse et ils ne veulent pas voir que en fait, c'est une solution qui a techniquement aucun intérêt, si ce n'est calmer la population. Donc lisez World War Z, ça n'a strictement, mais vraiment rien à voir, à part le nom, avec le film. Mais bravo quand même, vous êtes un très grand politicien pour moi, du fait d'avoir réussi à trouver un intérêt et un bon intérêt au film. Il ne faut jamais désespérer des politiques. Mais aussi le fait de... je ne sais pas s'il y a besoin toujours d'identifier un expert, c'est déjà... des fois, il y a des rapports qui sont produits, et dans les rapports, il y a toujours un résumé. Donc, ce n'est pas non plus la peine de vouloir toujours identifier un expert. C'est déjà quand il y a un rapport qui est produit sur un domaine et dont on sait qu'il provient d'une instance d'expertise officielle ou d'un groupe vraiment ou d'une société savante, eh bien déjà de s'en servir, c'est important. Madame, dernière question. Bonjour, donc Sandra, je suis... citoyenne, experte en rien du tout. Je vais faire le lien, si je me permets, entre les 2 dernières questions. Ma question portant sur comment éviter, je dirais, nos biais idéologiques. Donc, si je reprends le fan du livre World War Z, que je conseille aussi, j'avais adoré, on va prendre des solutions X parce que politiquement c'est ce qui peut sembler le meilleur ou parce qu'elle correspond à notre biais idéologique en tant que politique qu'on a tous aussi en tant que citoyens. Et ce que disait effectivement le président de l'association savante, c'est une médiation peut permettre aussi de choisir ou qu'on nous propose des experts qui ne vont pas correspondre à nos biais idéologiques. On en a tous. Les politiques, vous êtes entre guillemets aussi payés pour les biais idéologiques qui vont correspondre aux biais idéologiques de la population qui vous a, enfin, des électeurs qui vous ont élus. Donc ça peut permettre, parce qu'on a plutôt envie d'écouter un expert qui va nous caresser dans le sens du poil par rapport à l'idée préconçue qu'on avait, de lutter contre nos propres biais qui dit que la solution, ça nous semblait ça, parce que ça correspond le plus à notre idéologie, alors qu'en fait, peut-être que c'est celle-ci, et des experts qu'on ne choisit pas vraiment nous-mêmes, mais qui sont reconnus, peuvent permettre de lutter contre les biais. C'était plus une remarque qu'une question ? Pardon. Non, mais en fait, c'est souvent dans les tables rondes, on a ça. Alors c'est plus une remarque qu'une question, mais je vous taquine. Désolée. Non, alors je prends la référence du livre, hein, bien sûr. Pour répondre à la question des biais idéologiques, je crois qu'il faut distinguer 2 choses en politique. On fait de la politique quand on est élu local, comme c'est mon cas, j'ai la chance d'appartenir à la majorité de Carole Delga. On fait de la politique non pas par idéologie, mais parce qu'on défend des valeurs. Et on s'est présenté au suffrage parce qu'on considère que nos valeurs sont celles qui doivent irriguer les politiques publiques. Nos opposants ont d'autres valeurs, et ils sont tout aussi respectables, j'ai aucun problème là-dessus, mais on considère que leur projet de société n'est pas souhaitable. Et le sujet du biais idéologique, et nous, c'est notre postulat de départ.
Quand on donne, par exemple, je vous donne un exemple que je connais bien parce que c'est dans ma délégation, on donne par an 70 000 ordinateurs aux néo-lycéens. Donc s'il y a des troisièmes ici, sachez qu'en Occitanie, dès que vous rentrez en seconde, on vous donne un ordinateur. L'opposition nous a expliqué que globalement, donner un ordinateur à un lycéen, c'était prendre le risque de l'amener à aller chercher dans des choses un peu douteuses sur Internet, des choses interdites aux mineurs. Bon, comme si entre nous, les collégiens ou les lycéens avaient besoin de l'ordinateur régional pour aller chercher ce genre de choses. Bon. Mais nous, on a considéré que, globalement, ça défendait nos valeurs, que de permettre à n'importe quel collégien, enfin à n'importe quel lycéen, d'avoir un accès à Internet stabilisé. On a eu, dans notre malheur du Covid, ça a prouvé qu'on avait raison, parce que concrètement, on est la région où il y a eu le moins de décrochage scolaire au lycée, pour une raison très simple, tous nos lycéens avaient un ordinateur. Alors que région d'à côté, ils n'ont pas tous un ordinateur, et donc ils se retrouvaient à 4-5 sur l'ordinateur, voire sur le téléphone familial, pour faire leurs devoirs. Et donc, la question de la valeur, elle est centrale. Et nous, en politique, on fait des choix en termes de valeur, on fait des choix en termes de société. Quand on est à la région Occitanie, la présidente de région dit on fait l'hydrogène vert, c'est parce qu'on croit en de l'énergie renouvelable, parce qu'on croit en un certain nombre de choses, et donc on investit. Quand on fait l'avion vert, quand on subventionne l'avion vert, c'est parce qu'on croit que ça a du sens. La même chose pour la NGV, et ainsi de suite. Et nos opposants, qui sont tout à fait légitimes, hein, c'est pas le sujet, ils ont d'autres expertises, ils ont d'autres valeurs, et qui prouveront que finalement nos valeurs ne sont pas bonnes. Donc la question du biais idéologique, très honnêtement, en politique, on ne se la pose pas. Parce que nous, ce qu'on se dit, c'est on a des valeurs, et nos valeurs, ben, parfois, ça entraîne qu'on est dans, pour reprendre un exemple, enfin une expression, ça entraîne des équilibres de sous-emploi. Ça veut dire qu'on va dépenser beaucoup d'argent sur des choses qui n'ont pas peut-être d'effectivité rationnelle ou scientifique. Mais pour autant, on veut se trouver dans le champ de la science. On veut se trouver dans le champ où les effets que l'on souhaite sont raisonnablement attendus d'un point de vue scientifique. C'est le cas de l'ordinateur pour lutter contre l'exclusion numérique, c'est le cas de l'hydrogène vert, c'est le cas de l'avion vert. Peut-être que l'avion vert, on le verra dans 50 ans, et que nous, nos projections sont mauvaises, mais on croit qu'il nous faut un avion vert, et que la solution au transport en Occitanie et partout dans le monde, ça ne peut pas être arrêtons l'avion, arrêtons la voiture et retournons à la calèche. Peut-être qu'on se trompe, mais c'est un pari que l'on fait, et nos paris sont sanctionnés par deux choses, la postérité, mais on ne sera plus là pour le voir, et par nos électeurs. Ils sont forts les politiques, vous avez quand même trouvé le moyen de parler des dernières actions de la région Occitanie. Bravo Marc Stallman. Juste, c'est fini, je vous donne moi juste un conseil en tant que journaliste, je le dis à chaque fois que je peux, il y a le site expert.fr qui est très bien fait, et ce sont des expertes comme le nom l'indique, et c'est autodéclaratif. Donc que des femmes expertes prennent le temps de s'autodéclarer et de se mettre en ligne, ça veut dire qu'elles sont expertes. Voilà, c'était un bon moyen de le savoir. On vous applaudit à nouveau tous les trois. Marc Stallman, Nicolas Gauvry, Anne Perrin. Merci à vous, rendez-vous à 14h. Merci.